Ok. Je suis très heureux de saluer Monsieur Francisco Fernando, qui est doctorant de Plidam. Nous dirigeons avec Shahzaman Haq sa thèse de doctorat dont il parlera une fois que j'ai arrêté de le présenter. Alors Francisco est doctorant, mais c'est aussi un collègue. Et ça illustre à quel point le vécu de nos doctorants est précieux puisque chacun d'entre eux apporte ses expériences concernant sa langue, sa culture, ainsi de suite. Alors, Francisco a fait beaucoup d'études. Il est titulaire d'un master en ingénierie de l'enseignement et de la formation des formateurs en FLE. Il a aussi une maîtrise pour l'enseignement du français langue étrangère et plusieurs autres diplômes d'études supérieures. Il a enseignant depuis pas mal d'années et actuellement il est rattaché à l'Università de Save, à l'université Save, où il est enseignant et chercheur en sociolinguistique et en didactique du français langue étrangère. Il s'intéresse euh, et il enseigne la linguistique, mais aussi la sociolinguistique, la littérature et la didactique. Il est membre régulièrement de jurys de soutenance en licence. Donc, je lui donne la parole et nous serons très heureux de découvrir euh, son université, le Mozambique, que nous sommes peu à connaître, et son travail de recherche. Après, la parole est au public. Merci beaucoup. Merci Thomas. Je me permets de présenter euh, à mes collègues. Moi, c'est Francisco, comme Thomas l'a déjà dit. Je suis de Mozambique, enseignant, enseignant de profession. J'interviens à l'université SAVE au Mozambique. C'est une université, disons, récente, qui est le résultat de la division d'une grande université qui était l'université pédagogique. Et actuellement, c'est divisé en trois universités. Nous avons l'université Save, l'université Lukungu et l'université Lourdes. Le nom Save, ça vient du fleuve. C'est parce que notre université, elle se trouve dans la région sud où est séparée par un fleuve qui s'appelle Save. Donc, voilà pourquoi le nom Save. Euh, à l'université Save, j'enseigne le FLE, français langue étrangère. J'interviens surtout dans l'enseignement du français, dans la filière du français, mais également j'interviens le plus en sociolinguistique. Donc, je suis là pour faire mon doctorat dans le domaine de la sociolinguistique appliquée à l'éducation. Je vous propose aujourd'hui mon projet de recherche intitulé Politique linguistique familiale et insertion scolaire. Perspectives et défis pour l'enseignement du français langue étrangère au Mozambique. Alors, je vais vous faire connaître le Mozambique. Pour cette présentation, nous allons obéir à ce plan. On va faire une petite introduction. On va contextualiser. On va après démontrer pourquoi cette recherche, quels sont les objectifs de notre recherche. On va présenter la problématique, nos hypothèses, l'état de cette recherche, la méthodologie, l'avancement de notre projet. Et finalement, on aura des références, bien sûr, qui ont corporisé tout notre travail. Donc, voilà, le Mozambique, c'est un pays
de l'Afrique. Il est dans l'Afrique australe. Il y a le Zimbabwe, comme nous avons le Zimbabwe à l'ouest comme pays qui fait frontière avec le Mozambique. Nous avons l'Afrique du Sud au sud, mais aussi à l'ouest. Nous avons le Swaziland qui vient de changer de nom. Aujourd'hui, ce n'est plus le Swaziland, c'est le Eswatini. Puis nous avons le Malawi, la Zambie et la Tanzanie. Comme vous pouvez le voir, le Mozambique, il est dans la côte. Donc, nous avons l'océan Indien. Alors, ce pays, comment est-il linguistiquement? Ça veut dire qu'au Mozambique, nous avons une complexité de langues qui résulte de l'héritage bantou. Nous avons des langues comme Gitonga, des langues comme Emakwa, etc., etc. Alors, cette diversité caractérise le Mozambique ainsi que caractérise les autres pays de l'Afrique. Le Mozambique est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2006. Sa population est de 26 millions 99 500 habitants selon les données de recensement de 2017. Donc, vous pouvez imaginer ce nombre de population avec cette diversité déjà des langues. Alors, sa situation linguistique. Donc, au Mozambique, nous avons le portugais comme langue officielle, mais aussi nous avons le français et l'anglais comme langue étrangère. À part ces langues étrangères, il y a le mandarin, il y a l'arabe, il y a l'ourdou, mais en nombre assez réduit. C'est pourquoi je ne les fais pas très bien référence dans mes écritures. Donc, le Mozambique, comme on peut voir, il présente beaucoup de langues. En termes de politique linguistique, le Mozambique présente, à part ce qui est des politiques linguistiques familiales, des politiques linguistiques du type sectoriel et des politiques du type linguistique du type de valorisation des langues officielles dans la typologie qui est proposée par Jacques Leclerc. Alors, pourquoi ces politiques? Le Mozambique, lorsqu'il y a eu l'indépendance, à cette époque-là, il y avait beaucoup de langues et le mouvement qui a conduit l'indépendance n'avait que d'autres choses sinon à choisir le portugais parce qu'à l'époque, c'était la langue seule qui était capable d'unir la région sud, centre et nord. Donc, le portugais n'a pas été élu comme une langue officielle au hasard. C'est parce qu'il a servi pendant la colonisation comme instrument de libération. Donc, la langue portugaise a uni les combattants pour lutter contre le régime colonial. C'est pourquoi, après l'indépendance, on a nationalisé cette langue. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons le portugais comme langue officielle. Également, le portugais, il est considéré dans notre pays comme langue d'unité nationale. Et cela
est souscrit dans notre Constitution. Donc, puisqu'au Mozambique, nous avons beaucoup de langues, il y a une divergence en termes de données en ce qui concerne le nombre exact, mais aussi en ce qui concerne la nomenclature. Certains linguistes considèrent par exemple des variantes comme des langues et d'autres considèrent ces variantes comme des dialectes, ainsi de suite. Mais ces linguistes sont unanimes à affirmer qu'au Mozambique, il existe 4 groupes de langues selon la typologie qui a été proposée par Guthrie en 1967-1971. Donc, nous avons comme exemple Ngunga et Fakir. Il nous suggère que si l'on veut parler du nombre de langues au Mozambique, il vaut mieux d'en situer entre 9 et 43. Pourquoi? Parce que on n'est pas certain du nombre exact. Donc, le situer entre 9 et 43, ça serait mieux. En revanche, Ngunga, 2014, qui cite Mao, il affirme exister plus de 80 langues qui sont distribuées dans les 4 zones, notamment la zone G, la zone P, la zone N et la zone S. Donc, la zone G, pour la zone G, nous avons des langues comme Kiswahili, Kimwani et Chimakwe. Et dans la zone P, nous avons des langues comme Chiao, Chimakonde, Chimavia, Mokwa, Emakwa, Emanyana, Elomwe, Ngulu, et ainsi de suite. Et dans la zone N, nous avons ces langues, le Chinyanja, Chidzimba, Chipimbi, Chichewa, Chimanganja, Chisenga, Chikunda, Chinyungwe, Chitonga, Chidema, Chisena, Chiponzo, Chikaya. Et finalement, dans la zone S, nous avons le Kore-Kore, le Chitavara, Chishangwe, Chigova, et les autres qui sont là. Comme on peut voir, le Mozambique est riche en termes linguistiques. Alors, comment sont distribuées ces langues à travers le pays? Donc, nous avons ici la description, la distribution de ces langues à travers le pays. Nous avons les langues du groupe G qui sont plus au nord. Certains aussi du groupe P sont dans la région nord. Les langues du groupe N sont au centre, mais aussi on peut trouver les langues du groupe S dans le centre. Et le sud est complètement bordé, on peut le dire, par des langues du groupe S. Okay? Donc, on voit ici ces langues. Alors, à ce qui concerne la divergence dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons ici certaines sources et le nombre de langues qu'ils ont recensées. Par exemple, nous avons ici la source, l'année et le nombre de langues. Le Conseil coordinateur de recensement, pardon, Cabral d'abord, en 1975, il recensait 15 langues. Le Conseil coordinateur de recensement, en 1983, il recensait 16 langues. Et Aïe, lui, il a recensé 13. Ngunga, en 1987, il a recensé 33 langues. Katupa, il a recensé 13. Nelimo, que c'est le Centre d'études des langues mozambicaines, en 1989, a recensé
20 langues. Ngunga, en 1992, il recense 21 langues. Lopez, 1999, 20 langues. Firmino, 2000, 24 langues. Cardozo, 2005, 25. Lipola, 2009, 41 langues. L'Institut national de statistique, en 2010, 21 langues. Et le site Ethnologue 2025 recense 43. Donc, on peut voir ici que la thèse soutenue par Munga, que quand on veut parler des langues au Mozambique, mieux vaut les situer entre 9 et 43. Donc, on voit ici le site Ethnologue qui est responsable pour recenser des langues. Il aussi affirme avoir au Mozambique 43 langues. Alors, à ce qui concerne les langues les plus parlées, d'après le recensement général de la population et d'habitation en 2017, nous avons bien sûr en premier rang le portugais qui est la langue officielle. Malgré le fait que le portugais soit la langue officielle, elle n'est pas parlée par toute la population. On voit par exemple, nous avons ici 10 535 905 lecteurs contre 16 363 200 habitants qui ne parlent pas le portugais. Donc, le grand nombre de lecteurs, c'est celui qui ne parle pas le portugais, même si c'est la langue officielle. Alors, donc, pour les langues d'origine bantu, les plus parlées, nous avons d'abord les Makwa, qui comptent avec 5 93 83 lecteurs, dont 1 196 60 674 sont des enfants âgés de 5 à 9 ans. Ensuite, nous avons le Chichangana, que c'est une langue de la région sud, avec 1 million, à peu près 2 millions de lecteurs. Le Chinyanja, avec à peu près 2 millions aussi, 1 million 800. Chisena, à peu près 1 million 600. Elomwe, Echuabo, Chitswa, Chindao, et aussi les langues des signes qui sont reconnues au Mozambique. Alors, à ce qui concerne notre microspace de recherche, la ville de Machiche. Donc, c'est dans la ville de Machiche où nous allons faire notre terrain. Donc, Machiche se situe dans la province d'Inhambane. C'est une municipalité. Dans cette ville, il y a aussi cette diversité qui caractérise le pays, notamment des langues bantues qui cohabitent avec le portugais et à l'école cohabitent avec le français et l'anglais. Alors, les langues les plus parlées à Machiche, c'est le Gitonga, le Chichwa et le Chichop. Mais il existe aussi des langues comme Chindao, des langues comme Chironga, des langues comme Chisena, mais leur représentation est assez réduite, disons. Alors, à Machiche, donc, on parle portugais, on parle Kitonga, on parle Chichwa, on parle Chichop et on parle de langue des signes. À ce qui concerne les variantes de ces langues,
nous avons par exemple, pardon, nous avons par exemple le Gitonga qui a comme variante le Gikora, Yinyambi, Yikumbana, Yirombe, Yisewi. Donc, ces langues sont parlées dans la ville de Machiche, mais aussi dans la ville capitale Inyambane, dans le district de Jangamo et à Muromben. Nous avons le Chitswa qui a comme variante le Shikambani, Shikhengwe, Shinyamja, Shidzonge, Shindong, Shidzivi ou Shironga, qui sont aussi parlés, à part la ville de Machiche, sont aussi parlés dans d'autres régions de la province d'Inyambane. Le Chichopi a comme ses variantes le Chindonji, Chilengi, Chitonga, Chilambwe, Chikambani, qui sont aussi parlés à part la ville de Machiche, sont aussi parlés à Nyambani, Vili, Shongweni, Zavala, Omwini, Panda, Manjakazi, Shibutu, et les langues de signes qui sont parlées partout. Alors, et pourquoi notre recherche? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de prendre cette diversité linguistique comme un objet pour notre recherche? D'abord, c'est parce que dans les écoles, il y a la diversité linguistique. Dans les écoles aussi et dans le pays, il y a la valorisation des langues nationales par l'État. Par exemple, l'article 9 de notre Constitution prévoit la valorisation de ces langues. Donc, elle valorise les langues nationales comme patrimoine culturel, éducationnel et promeut ce développement. Mais également, ce qui nous a poussé à faire cette recherche, c'est l'introduction de l'enseignement bilingue dans les écoles primaires. Donc, depuis 1993, le Mozambique a introduit dans le système éducatif des langues locales dans l'enseignement primaire. Au début, c'était à titre d'expérience, mais après, on a vu que ce modèle était efficace. Donc, on a répliqué partout dans le pays. Autre élément de base qui soutiennent le fait que nous avons choisi cette recherche, c'est l'enseignement des langues à l'école secondaire. Donc, le ministère de l'Éducation, à travers son plan curriculaire, il prévoit l'enseignement, bien sûr, de la langue officielle portugaise, les langues mozambicaines et les langues étrangères. Autre élément très important à tenir en compte, c'est parce que après l'événement des approches plurielles dans les de langues, la diversité des langues a éveillé l'attention de plusieurs chercheurs dans le domaine de la sociolinguistique ainsi que dans le domaine de la didactique. Donc, quels sont nos objectifs? Donc, nous avons comme nos objectifs de cette recherche identifier d'abord les langues qui sont parlées par les élèves et qui sont parlées aussi par les parents dans le foyer ou ailleurs. Ensuite, examiner le rôle de la diversité linguistique des élèves
dans l'apprentissage du français langue étrangère. Expliquez comment cette diversité linguistique peut être valorisée pour dynamiser l'apprentissage du français. Et finalement, présenter des pistes pour intégrer les langues des élèves dans l'apprentissage du français au Mozambique. Face à la diversité linguistique que nous venons de voir, nous passons à cette problématique. Quelle langue pourrait-on officiellement intégrer pour médier l'apprentissage du français? Donc, dans cette diversité linguistique que nous avons vue, alors, Gitonga, Chitswa, Chisena, etc., quelle langue pourrait-on choisir? Et comment cette intégration pourrait-elle influencer positivement l'efficacité des programmes d'enseignement-apprentissage de langue au Mozambique? Donc là, c'est notre problématique. Donc, pour répondre à ce questionnement, 3 hypothèses sont possibles. Donc, l'intégration d'une ou des langues maîtrisées par les élèves pourrait garantir l'efficacité de l'enseignement-apprentissage. Les défis liés à la diversité linguistique pourraient solliciter la mise en place d'un dispositif pédagogique adaptatif qui favoriserait le transfert des langues des élèves pour l'espace classe. Et la reconnaissance et l'intégration officielle de ces langues dans le domaine éducatif pourrait dynamiser l'enseignement du FLE au Mozambique. Notre recherche, état de la recherche. Alors, cette recherche, elle a été déjà menée par différents chercheurs à travers le monde. Par exemple, en Europe, on peut avoir des études menées par Christine Desprez, Jean Calvé, Bernard Spolsky, Shahzaman Haq, Moore, Candelieu, Laconte, Bélier, Helleu, Derivry-Pliard et Auger. Mais il y en a d'autres. C'était juste pour en citer quelques. En Afrique, nous avons le projet Elan Afrique qui vise à améliorer les apprentissages à l'école primaire dans l'Afrique sous-saharienne, francophone. Et notamment, il y a aussi les travaux de Aboufleu, les travaux de Birijimana Nzese. Plus particulièrement au Mozambique, nous avons le travail qui a été mené par Patricio 2022, le plurilinguisme scolaire au Mozambique, une perspective innovante d'articulation entre les langues. Voilà. À ce qui concerne notre méthodologie, donc notre approche sera plutôt qualitative et qui va se situer au croisement entre la sociolinguistique et la didactique des langues, comme le soutien PINAR 2004 pour étudier les dynamiques linguistiques. Notre méthode sera axée sur des observations de cours, des enquêtes par questionnaire
et des entretiens semi-dirigés. Des outils de collecte de données. On comptera sur des fiches d'observation du cours, des questionnaires et d'un dictaphone. Notre corpus. Donc, notre corpus, elle s'encadre dans la formulation de Tognini, Bonelli, Domilian sur le corpus based. Il s'agit d'un corpus construit a priori comme une documentation pour illustrer des faits afin de confirmer, infirmer ou raffiner les hypothèses. Il prend comme exemple un enregistrement d'un moment de la classe. Donc, notre corpus sera à dominante linguistique, voire didactique. Comme le soutien Macaire et Bouton. Donc ici, l'essentiel, c'est de concevoir un corpus qui nous permette de recueillir les données dont nous envisageons. Donc, le corpus sera recueilli dans deux écoles. Dans l'école secondaire 29 de setembro, dans l'école 18 de novembre. Mais également, on aura le corpus qui va être recueilli auprès des parents des élèves. Pour cela, nous comptons avec une population estimée de 11 familles, soit 6 au centre-ville, 5 à la périphérie. Je vous explique pourquoi. La première école, 29 septembre, c'est une école qui se situe dans le centre-ville. Les élèves, majoritairement, ont tendance à parler portugais. Et l'école 18 novembre, c'est une école qui se localise à la périphérie, où les élèves, majoritairement, ce sont des lecteurs des langues locales comme Gitonga, Chichwa, Chichopi et d'autres langues. Nous comptons aussi avoir 50 élèves qui vont participer dans le questionnaire, mais aussi dans les interviews. 6 enseignants, soit 4 au centre-ville et 2 à la périphérie. En termes de résultats, donc à l'issue de notre recherche, nous prévoyons disposer d'un ensemble de données qui vont nous permettre de confirmer, infirmer ou raffiner nos hypothèses. Mais également, nous prévoyons avoir des informations qui permettront d'élucider les enseignants, les didacticiens, les décideurs de politique linguistique, les chercheurs et la société en général sur l'importance d'intégration des langues des élèves dans l'enseignement-apprentissage. Donc, notre méthodologie va respecter scrupuleusement l'environnement où notre recherche aura lieu, comme le soutien Privas Breté. En ce qui concerne l'avancement de notre projet, au sujet, donc, nous sommes en train de collecter des informations bibliographiques. Nous sommes en train de faire une lecture, prise de notes. Nous avons déjà produit des questionnaires pour la collecte des données, la première version. Nous avons déjà remis à nos directeurs de recherche pour la validation.
Nous participons aux événements scientifiques. Ce séminaire, c'est l'exemple. Je suis en train de rédiger la première partie de ma thèse. Donc, j'ai déjà écrit le premier chapitre. Maintenant, j'écris le deuxième chapitre. Je l'ai aussi remis à mes directeurs pour euh, des observations, euh, des commentaires, etc., etc. Donc, ce sont des références qui nous ont permis de conduire ce travail. Je vous remercie de votre attention. Donc, je dis Kanimambo. Merci beaucoup, Francisco. Sans tarder, nous allons. D'abord, on remercie Diana Lemay, qui est notre technicien supérieur, et sans qui cette série de conférences ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci pour son aide discrète et efficace. Euh, euh, les moments d'échange sont extrêmement importants. Les doctorants demandent régulièrement qu'on les réunisse. Alors profitez-en. Deux petites règles. Si vous posez une question, présentez-vous. Et deuxième règle, posez une question brève. Et j'espère qu'il y en aura nombreux. Donc la parole est à vous. On va juste une petite chose, on va peut-être arrêter le partage pour les questions, ça sera plus convivial. D'accord. Voilà, très bien. Donc la parole est à vous, chers collègues, chers doctorants, chers amis. Alors, je peux? J'ai une question. Oui, il y a un doctorant Allez-y, qui veut allez-y, intervenir. allez-y, On va oui. l'écouter. Allez-y. D'abord, Georges Alao. Ah oui, George. Ah, j'ai pas reconnu la voix de George. Non, non, non. Vous, allez-y, je pense qu'il y avait quelqu'un avant moi. Ah, Il y a non. Non. Éline qui voulait poser une question. Oui, Oui, allez-y. d'abord, je trouve que c'est un projet très ambitieux et très complexe. Et euh, je me demande, parce qu'il y a le corpus qui est assez ample et les hypothèses, euh, c'est très intéressant l'idée de une des langues maîtrisées par les élèves pourrait contribuer à l'efficacité de l'enseignement. Je me demande comment est-ce que vous allez observer, je sais que vous avez le corpus et tout, mais bon, mon sujet de recherche, s'aboutit à la question de la méthodologie. Alors, je me demande, parce que il y a la question de la interaction en langue, mais allez-vous regarder aussi l'impact de la méthodologie d'enseignement par rapport aux langues qui sont parlées? Bon, jusqu'à présent, je me suis lancé dans ce défi parce qu'au niveau de l'école secondaire, les langues locales ne sont pas encore enseignées. Alors, mais les élèves de ces écoles ont ces langues et parfois ils ont du mal à comprendre le français lors de leur apprentissage à cause de leur langue. Donc ici, je vais vérifier comment est-ce que, par exemple, les enseignants profitent des langues des élèves pour médier les apprentissages. Mhm. Je vais vérifier, est-ce qu'ils acceptent que les élèves parlent autre langue que le français dans leurs cours de français?
parce que nous avons une tradition d'éducation marquée par l'interdiction de parler dans les classes de langue, autre langue que celle-ci qu'on enseigne. Donc, c'est à partir de là où je veux faire cette vérification. Ah, d'accord, merci. Je laisse Je aux vous en autres. prie. Question suivante. George, Alors, ouais, tu ok. voulais intervenir, je t'en prie. Oui, bonjour à tous et bonjour Francisco. C'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui vient de Mozambique et je vais expliquer pourquoi. Je me présente George Alao, donc je suis professeur des universités, professeur de Yoruba, mais aussi didactique des langues et des cultures. Voilà, je ferme la parenthèse. Et pourquoi est-ce que j'ai dit Mozambique? Tout simplement parce que quand vous avez cité Inhambane, que je connais très bien pour y avoir fait une partie de ma thèse dans cette belle région et surtout dans la ville de Inhambane au début des années 90. Okay. Voilà, donc je suis content d'avoir ce retour, en tout cas ce travail. Et j'aurais deux petites questions. La première, peut-être la plus importante, c'est que vous avez dit qu'il y avait l'enseignement bilingue qui était présenté, en tout cas à titre expérimental, et en 93. Ce que je n'ai, c'est-à-dire, et après, vous avez dit qu'on a trouvé que l'expérience était concluante et donc a été adoptée au niveau national. Mais vous n'avez pas dit pour combien de temps cette expérience est passée. Est-ce que c'est juste 1 an ou un petit peu plus pour pouvoir dire que c'était concluante? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, oui, je la comprends Oui, très bien. d'accord. Donc, je vais peut-être laisser la parole là-bas pour ne pas monopoliser. Sinon, j'avais une question sur votre public que vous souhaitez en tout cas interroger ou interviewer. Merci. Bien, je dis que nous avons introduit l'enseignement bilingue entre 1993 et 1997. Alors, cette expérience a demeuré pendant cette période, mais après, en 2017, on a fait le bilan. Donc, à partir de 2017, on a fait le bilan et la conclusion, c'était que ce type d'enseignement était bon pour le pays parce que les élèves, ils avaient des succès grâce à l'introduction de ce modèle d'enseignement. Donc, à partir de 2017 jusqu'à présent, le nombre d'écoles qui ont l'enseignement bilingue a multiplié. Voilà. Merci. Allô? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, je voulais juste savoir, là je vois quand même que ça a été quand même presque, on peut dire une quinzaine d'années ou un petit peu plus. Et ouais, donc c'était suffisamment intéressant pour faire le travail. Donc c'est bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. On passe aux autres questions, s'il vous plaît. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du présentateur du travail. Et ce qui m'intéresse, c'est le choix de la langue. Alors, les langues que vous citez, est-ce elles vont être enseignées comme langue, comme matière, ou alors ce sera la langue d'enseignement? Ça, c'est la première question. Langue comme matière ou langue d'enseignement, c'est-à-dire pour toutes les autres disciplines, ou encore la langue elle-même, on l'enseigne sa grammaire simplement, on ne l'utilise pas comme véhicule pour les autres enseignements.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez pensé au fait que lorsque les enfants auront choisi une langue parmi ces langues-là, les résultats, les incidences du point de vue didactique. Est-ce que, par exemple, il y a de la ressource en matière de didactique? Est-ce que la terminologie pour les disciplines est disponible? Est-ce que vous avez pensé à toute cette suite-là qu'il faudra préparer par rapport à vos hypothèses que j'ai observées? Je vous remercie. Bon, merci de vos questions. Je vais tout d'abord répondre à la deuxième question. Si vous me permettez, je vais commencer par la deuxième question et puis je reviens à la première. Alors, à ce qui concerne les ressources, euh, nous disposons déjà, à partir de l'enseignement bilingue, des ressources pour l'enseignement de ces langues. À part ces ressources pédagogiques, il y a d'autres documents authentiques, bien sûr, qu'on peut les profiter dans l'enseignement. Revenons à la question numéro 1. Notre question, ce n'est pas pour enseigner les langues des élèves dans les cours de français, mais c'est pour s'appuyer des langues des élèves pour apprendre le français. Ça veut dire une approche intégrée. On va, à partir des connaissances que les élèves ont de leur langue, les représentations dans leur langue, pour aboutir à l'apprentissage du flow. La plupart des fois, ce que je constate, c'est que les programmes d'enseignement ont été élaborés dans une approche par objectif. Ça veut dire, le professeur dans la classe, il fait tout, il s'investit pour que son élève, à la fin de l'année, ait une note. Il ne s'intéresse pas aux compétences de cet élève. Alors, pour que l'élève soit capable de parler, il aura besoin de cette langue comme support. Les langues des élèves serviront comme support d'apprentissage. Donc, on va partir de leur langue pour aboutir à l'enseignement du français. Surtout, il y a des concepts quand on enseigne le français que nous devons les déployer dans les langues des élèves pour que ce soit clair pour eux. D'abord parce que leur langue, c'est leur représentation. Donc, il ne s'agit pas ici d'enseigner ces langues dans le français, mais c'est de s'en appuyer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. J'ai deux choses à dire. D'abord, il faut absolument donner la parole à Madame Lelièvre, Françoise, qui souhaite poser une question. Et j'aimerais aussi que la personne qui a posé cette question se présente. Je n'ai pas entendu son nom. Je ne sais pas si la personne est encore avec nous. Donc, Françoise. Oui, Oui, Oui. oui, excusez-moi, Oui. je suis désolé de ne pas Pardon, présenter. pardon, non, mais je voulais simplement vous identifier. D'accord, je précise donc, je suis Mohamed Ousmanou, D'accord, vous êtes donc doctorant. doctorant au PIDAM, Très linguistique bien. Peul. Merci mille fois. Françoise. oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Merci Francisco pour votre exposé, pardon. Alors j'avais une petite question. Si on revient au titre de l'exposé, il me semblait que le terme de politique linguistique familiale apparaissait. Puis, pendant l'exposé,
il me semble que vous n'en avez pas parlé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je pense que ça change vraiment, ça change les perspectives pour le travail. Là, vous avez parlé essentiellement du domaine scolaire. Oui, c'est la force de la parole. J'aurais dû, je l'ai dit, mais un peu du mot. Euh, à ce qui concerne la partie de politique linguistique familiale, une fois que nous allons interviewer les parents Mhm. euh, et les élèves, eux, on va ici essayer de comprendre comment est-ce qu'ils transmettent leur langue à leurs enfants. Et est-ce qu'ils utilisent ces langues avec leurs enfants? Est-ce que les enfants, ces élèves, parlent ces langues à la maison ou ailleurs? Et autre chose euh, que j'ai mis dans le questionnaire, que c'est de vouloir savoir de ses élèves, de ses parents, quel est l'accompagnement qu'ils font au niveau linguistique. Parce qu'on constate que malgré le fait que le portugais soit la langue officielle, il y a certainement des élèves qui ne parlent pas en portugais. Alors, quel type d'accompagnement font-ils? Et comment se fait cette transmission langagière au sein du foyer? Donc, il y a cette partie-là. Merci pour votre question. Je vous en prie, Francisco. Il y a une collègue que je ne connais pas personnellement, Goumari Eleonore, qui Oui, souhaite poser une question. oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc, je m'appelle Goumari Léonore, je suis également doctorante au laboratoire PLIDAM. J'étudie la sociologie et l'anthropologie et je m'intéresse notamment aux peuples autochtones de Sibérie. Je vous remercie pour votre intervention, Francisco, qui était extrêmement intéressante et très bien structurée. J'avais néanmoins quelques petites questions par rapport à un tableau que vous nous avez partagé avec le recensement des différentes langues parlées au Mozambique. Alors, j'ai plusieurs questions que j'ai listées. Je ne vous demande pas forcément de me répondre à tout, mais juste quelques petites précisions. Tout d'abord, on a plusieurs années spécifiques dans ce tableau-là. J'aimerais savoir si elles correspondent à des événements assez importants, à des moments marquants dans le domaine des langues, des recensements ou des statistiques. Également, on avait une année en 1983 qui revenait plusieurs fois, 2 fois il me semble, mais avec un nombre de langues qui n'était pas exactement le même. Je voulais du coup savoir pourquoi les différentes organisations qui ont travaillé en 1983 n'ont pas forcément eu les mêmes résultats. Et également, il y avait une organisation pardon, qui s'appelait NGUGA. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence, mais qui a fait des recherches du coup en 87 et en 92, mais qui n'ont pas forcément eu les mêmes résultats. Du coup, je voulais juste clarifier un petit peu tout cela et comprendre pourquoi parfois on a une sorte de dichotomie entre tout ça. Voilà, merci beaucoup. OK, merci. Je commence par la dernière question. Euh, alors, il s'agit des données de différentes sources. Je l'ai dit tout au début qu'au Mozambique, il n'y avait pas une unanimité à ce qui concerne le nombre de langues. Ça veut dire jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de langues existent. C'est pourquoi il y a cette variation. Et parfois, certains linguistes considèrent qu'il y a, par exemple, 20 langues, mais autres vont compter les langues, y compris les variations dialectales de ces langues, et vont les classer dans la même échelle. C'est pour cela que le nombre varie. Voilà. Donc, c'est pourquoi, par exemple, je dis Ngunga, lui,
il a fait des études dans une certaine période. Il a trouvé un nombre. L'autre, il a fait dans une autre période. Il a trouvé autre. Ce sont des données qu'on pourrait dire approximatives. Mais ce que les linguistes mozambicains sont unanimes, c'est la localisation de ces langues. Donc, il existe 4 groupes de langues qui appartiennent à la région XZ. C'est là ils sont unanimes. Mais à ce qui concerne le nombre, y compris la nomenclature, certains aussi ne sont pas clairs dans la nomenclature de ces langues. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous écoutons Mathias Abouadjé. Bonsoir à tous, bonsoir Francesco, merci pour ton exposé. Je suis Mathias Aboyer, doctorant en anthropologie. Je travaille sur les questions de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire et j'ai été très intéressé par votre présentation. Je vais rebondir à la réponse que vous avez donnée suite à la question de Mohamedou Ousmanou sur les langues enseignées à l'école. Vous avez répondu en disant que l'enseignant s'appuie sur les langues des élèves pour transmettre ou faciliter l'apprentissage du français. Oui. Et puis, dans votre exposé, vous avez dit que la municipalité qui fait l'objet de l'enquête est une municipalité cosmopolite, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de langues. Vous l'avez déjà spécifié. Donc, je suppose que dans une classe, dans une même classe, il peut y avoir plusieurs élèves qui parlent différentes langues locales. Alors, comment l'enseignant peut arriver, enfin, je m'interroge, hein, comment un enseignant donné peut s'appuyer sur ces langues locales si elles sont différentes. Je ne sais pas comment est-ce que ça se présente au Mozambique, mais en Côte d'Ivoire, on peut avoir deux régions proches, mais des langues qui sont totalement très éloignées. Alors, comment l'enseignant, dans une classe, peut s'appuyer sur 6 langues ou 4 langues parlées par différents élèves pour leur enseigner le français? C'est ma préoccupation. Merci pour votre question. Votre question est la mienne. C'est pourquoi je me suis lancé à ce défi. On enseigne beaucoup d'élèves avec des langues différentes. Si vous avez pu bien accompagner dans mes hypothèses, je dis que l'intégration d'une langue qui soit commune à tous les élèves, ça serait bénéfique pour leur apprentissage. Même dans une classe qu'on enseigne en langue locale, par exemple, en langue officielle, il y aura certainement des élèves qui ne vont pas comprendre parce que ça dépend des compétences de chacun. Mais ce que nous cherchons à trouver parmi cette diversité, c'est là où commence notre recherche. Parmi cette diversité, quelle pourrait être une langue unitrice qui servirait d'élément pour la médiation entre le français et ces langues. Donc, je vous ai dit qu'à Machiche, par exemple, nous avons le Gitonga, le Chitswa, le Chichop. Ce sont les langues de la majorité. C'est vrai qu'il y a des petites communautés linguistiques aussi qui parlent d'autres langues du Mozambique. Alors, nous avons, et le portugais est langue aussi, est officielle, mais aussi est langue de certains élèves. Parce que c'est la langue de la scolarisation. Alors, c'est pourquoi nous allons essayer de trouver un élément qui nous aide à concilier le français et leur langue. Voilà, c'est là mon défi. Votre question est mon défi.
Si nous attendons d'autres questions, mais en attendant, pourriez-vous nous dire, Francisco, justement, s'agissant de la transmission intergénérationnelle des langues, dans votre famille, quelles sont les langues que vous transmettez et avec quelle réussite? Bon, dans ma famille, euh, moi, je suis m- m- matsophone et ma femme est guitongaphone. Mais les deux, nous avons le portugais qui nous unit. Donc, dans notre foyer, nos enfants, on leur apprend le portugais, on leur apprend le guitonga, on leur apprend le chichwa. Donc, nous avons 3 langues qu'on leur apprend. Parfait. Merci beaucoup. Nous attendons d'autres questions, chers collègues, chers doctorants du monde entier. Oui, Thomas, j'ai une question si tu me permets. Oui, bien sûr. Je te Bonjour, présente, tu dis s'il te plaît qui tu es. oui. Bonjour, c'est Shazmanak. Moi, je suis maître de conférence en ourdou et puis je suis également l'un des co-directeurs pour Francisco avec Thomas. En ce qui concerne ma question, donc j'ai 3 petites questions. Premièrement, attendez, je vais mettre ma vidéo. Donc là, vous avez parlé des locuteurs d'ourdou au début. Donc, j'aurais vraiment voulu savoir si vous avez un chiffre sur la communauté d'ourdouphone au Mozambique et puis aussi s'il y a vraiment un recensement linguistique qui a lieu au Mozambique et à quel intervalle. Voilà. Et deuxième question, c'est par rapport à la médiation de langue, comme vous avez parlé. Donc là, je me disais aussi que si l'enseignant ou l'élève, ils n'ont pas droit de parler dans leur langue locale au sein de la classe. Donc là, vous n'avez pas parlé. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'en fait, alors, ces langues locales ou régionales sont interdites au sein de l'école ou pendant la récréation? Troisième question, bon, j'espère que vous avez noté, hein, voilà. Troisième petite question, c'est par rapport aux familles, parce que vous avez déjà identifié 11 familles. Et là, je me demandais quelles sont les langues parlées au sein de ces familles, hein, et puis comment avez-vous choisi ces familles? Est-ce qu'il y avait des critères pour le choix de ces familles? Donc voilà, donc ce sont les 3 questions, si vous pouvez répondre. Merci. Merci, Shazman. En ce qui concerne les ourdophones, il n'y a pas un nombre spécifique. Dans le recensement général de la population, les ourdophones et d'autres, on les a mis dans autres. Oui, donc si vous voulez arriver au chiffre, il faut demander dans l'Institut les fiches premières qui ont contribué à aboutir à ce nombre. J'ai parlé de l'ourdou, mais il y a aussi Gujarati. Gujarati, Oui. oui, oui, oui. Oui. Alors, Et est-ce qu'il je n'ai pas bien saisi la deuxième question. c'était le Donc, recensement linguistique, pardon. Est-ce que vous faites le recensement linguistique au Mozambique? oui, oui, on le fait. On le fait. Il y a un centre, auparavant c'était Nelimo, c'est Centre d'études des langues mozambicaines qui le fait. Alors, je n'ai pas bien saisi la deuxième question, donc je passe à la troisième, si vous me permettez. Deuxième question, c'était plutôt pour savoir si l'enseignant ou l'élève, est-ce qu'ils ont droit de parler Ah, merci, là, merci, dans leur merci. langue, en fait, leur langue locale, Merci, ou est-ce que c'est merci. complètement interdit? Oui, d'abord, je veux dire que c'est interdit de parler dans les langues locales. Ah, C'est un héritage, comme je le disais au début. Nous avons un héritage marqué par l'interdiction de parler les langues locales à l'école.
Ça veut dire l'élève, dès qu'il sort de sa maison, il est déjà conscient qu'à l'école, il ne doit pas parler sa langue. Voilà. Donc, lorsqu'il arrive, il y a tendance à parler portugais, qui est la langue, à cause des conséquences du passé. Voilà. Mais petit à petit, avec l'introduction déjà dans l'enseignement primaire des langues nationales, disons les langues locales, nous avons déjà pu comprendre que ces langues sont importantes dans les foyers, mais aussi pour la transmission de la science. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a une amende si quelqu'un qui parle ou une punition corporelle? Parce qu'en Inde, on avait ça. En Inde, on avait, parce que moi, j'ai été en fait dans une école bon, où la scolarisation était uniquement en anglais. Et donc, si on parlait en hindi ou en fait en ourdou, donc il y avait une punition corporelle et même l'amende aussi. Euh, il n'y a pas d'amende et maintenant, il n'y a pas de punition. Mais les étudiants, les élèves de ma génération, nous avons été tabassés et parfois punis à cause de parler une langue autre que le portugais à l'école. Et voilà. Donc, la troisième question, c'était quel a été le critère? Alors, je n'ai pas encore choisi, mais dans les paramètres, je me suis dit, alors, une fois que nous avons deux écoles, travailler avec ce nombre pourrait m'aider à comprendre leur dynamique langagière. Voilà. Merci, Francisco. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Profitons-en pour continuer ce dialogue qui est extrêmement intéressant. Bonjour. Il y a M. Baldé qui a soulevé la main. Omar Baldé, Oui. je ne sais pas si vous l'entendez. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'attends très bien. Okay. Merci beaucoup, nos chers collègues. Cher Francisco, à la fois cette présentation a été tellement claire, j'ai envie d'aller au Mozambique. Je vous invite. Alors, moi, ma question vit le nombre de langues parlées au Mozambique et la politique linguistique avec des enfants peut-être qu'on prive de parler de leur langue locale. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler d'une révolution linguistique en Mozambique dans la mesure où, par exemple, le portugais, vous avez dit, a été une langue de libération. Elle n'est pas une langue véhiculaire pour moi parce qu'elle n'est pas la langue la plus parlée. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut parler d'une révolution linguistique en Mozambique? C'était la première question. Et la deuxième question, pendant votre exposé, vous avez pu énumérer le Jean Calvé. Je voulais savoir sur quel ouvrage. Moi, l'ouvrage que j'ai là, ça parle de, par exemple, le marché aux langues. Si c'est le même ouvrage, quel apport linguistique faites-vous entre Jean-Louis Calvé et votre sujet de recherche? Merci. Merci, Oumar. En ce qui concerne ta première question, si on pourrait parler d'une révolution linguistique, bon, je ne saurais pas dire si c'est le terme adéquat ou non, mais l'État, la société en général, les linguistes, on peut dire ils ont déjà enlevé le chapeau et comprendre que les langues du Mozambique doivent être développées
dans tous les sens. Il y a eu déjà une sorte de officialisation de l'écriture de ces langues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore écrire dans ces langues, mais il y a déjà un modèle, quel est l'alphabet pour ces langues. OK? Donc, à partir du moment où nous avons cet instrument, nous sommes censés avoir, disons, tous les éléments possibles pour que ces langues se développent au sein de leur communauté linguistique, bien sûr. Donc, dans le sens, je dirais, général du mot révolution, on pourrait dire, oui, révolution linguistique, dans le sens général, mais pas comme un terme, disons, technique, quoi. Vous avez parlé de... Oui, pendant votre présentation, vous avez parlé de Jean-Luc Calvé. Je voulais savoir dans quel cadre voulez-vous parler de Jean-Luc Calvé? Si Oui, c'est dans le cadre de... Oui. Allô? Oui, oui. Je cherche cette partie dont vous parlez. C'était dans l'état de la recherche, c'est ça? J'ai entendu en tout cas qu'il y a listé Jean-Luc Calvé dans le cadre de votre cadre théorique, j'imagine. Mais je voulais savoir dans quel cadre et quel est le rapport linguistique que vous faites entre Jean-Luc Calvé et votre sujet de recherche. Je pense que vous allez regarder vos documentations et on reviendra à cette question. Comment, dans quel cadre vous avez fait référence aux travaux Oui, de oui, Louis-Jean Calvet. J'aimerais beaucoup oui. donner la parole à notre collègue Abdourahmane Diallo qui souhaite également intervenir, professeur au département Afrique. Merci beaucoup, Thomas. Merci à notre collègue Francisco. C'est vraiment une présentation très claire. Moi, ma contribution, c'est juste partager quelque chose avec vous. Oui. Nous avons conduit une recherche un peu similaire du point de vue de la thématique à Conakry. Oui. En 2016, je crois, 2016-2017. Alors, en Guinée, nous avons à peu près 20 langues. Alors, la recherche que nous avions conduite, c'était aussi la transmission des langues à Conakry, surtout la transmission du français à Conakry, essentiellement dans les écoles, mais dans l'ensemble aussi de la ville, surtout des gens qui pratiquent des métiers. Alors, pour tenir compte justement de l'influence des langues locales, nous avons pris un peu une méthode, disons, de linguiste, parce que, vous savez, nos langues, sont classées en termes d'appartenance typologique et voilà. Et donc, nous avons observé du point de vue linguistique les différentes réalisations des groupes linguistiques qui avaient une certaine parenté linguistique. Donc, on a vu qu'il y a des erreurs de prononciation ou bien des questions de tonalité qui se groupent exactement selon les différents types de langues. Alors, nous avons essentiellement en Guinée des langues atlantiques et puis des langues mandées. Les langues mandées, ce sont des langues à ton, et les langues atlantiques, ce sont des langues à classe, mais ce n'est pas toutes qui ont des tons. Celles qui sont parlées en Guinée n'ont pas de ton réellement. Donc, on a constaté qu'il y a des réalisations qui sont typologiquement classables. Donc, je ne sais pas, je pense que vous êtes dans la zone peut-être bantou ou similaire. Vous pourrez peut-être méthodologiquement
si vous faites évidemment l'analyse linguistique, vous basez sur ces substrats linguistiques qui sont utilisés par les apprenants du français vivant dans la région de votre enquête. Comme ça vous permettrait méthodologiquement de grouper les contingents de vos différents groupes d'enquête en typologie de langue, pour vous permettre de savoir si vraiment les professeurs qui enseignent le français dans ces zones-là tiennent compte de la divergence structurelle des langues locales, par exemple la structure syllabique et puis la structure, le schéma de la phrase ou bien la construction des syntagmes, parce que ça peut être typologiquement intéressant et ça peut avoir une influence aussi. Oui. Donc, nous, ça nous avait permis de savoir beaucoup de choses et puis d'avoir des conclusions qui sont plus ou moins généralisables. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. La parole est à M. Haït Malek. Bonjour à tous. Merci Francisco pour cette présentation qui est très intéressante. Et ma question, il concerne, donc j'ai deux petites questions, même si je transgressais la règle de notre professeur. Est-ce que je peux vous Concerne... présenter parce que vous avez oublié de dire Oui, qui vous étiez? d'accord. Vous êtes Je suis doctorant et vous êtes formateur. Exactement, oui. Donc, je suis doctorant à Plidam, donc je travaille sur les stratégies d'apprentissage chez les adultes migrants dans un contexte exolingue. Et en même temps, je suis formateur de français langue étrangère. Ma question, il concerne surtout le paradigme épistémologique de la connaissance que vous allez utiliser, ça veut dire les concepts que vous allez mettre en place pour voir l'intégration de ces langues nationales. Quel est l'effet de cette intégration dans les classes? Et ma deuxième question, il concerne le contexte politique qui a fait ou bien qui a donné naissance à cette intégration de langues nationales. Je parle de ça, par exemple, au Maroc, où on a intégré le tamazirt ou le berbère dans l'école, mais ça, une réponse, vraiment, c'est une réponse à un mouvement, je peux dire un mouvement militant qui a essayé qui a essayé d'imposer l'installation de tamazirt dans l'école. Est-ce que c'est le même cas au Mozambique? Merci. Bon, merci. Pour le Mozambique, on dirait que ce n'est pas le même cas. Dans le contexte de l'introduction des langues locales dans l'enseignement, il y a eu un consensus selon lequel chaque région devrait intégrer les langues en fonction de la localisation de l'école. Ça veut dire, par exemple, si nous sommes dans une région où les locuteurs sont du Gitonga, on choisirait plutôt le Gitonga pour l'utiliser pour la littératie et la numératie. Ainsi de suite avec les autres régions du pays. À ce qui concerne la première question, je ne l'ai pas bien saisie. Et quels sont les concepts, par exemple, quand on parle de l'intégration d'une autre langue ou l'utilisation d'une deuxième langue qui va venir pour appuyer la langue d'apprentissage? Est-ce qu'il y a des concepts, est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé sur ça? Oui, moi j'ai vu dans le contexte des approches plurielles, par exemple,
j'ai vu le vidéogramme de Nathalie Auger, par exemple. Il s'appuie sur les connaissances que les élèves ont de cette langue. J'ai vu aussi un dispositif qui a été intégré dans l'enseignement, je crois que c'est au Brésil, grammaire pour les brasileiros, qui s'appuie aussi sur le portugais. Il s'appuie sur le portugais pour l'apprentissage du français. Juste pour en citer quelques-uns. Merci. Merci beaucoup. On s'achemine vers la fin de cette séance. Si jamais il y a encore une question qui n'a pas une pu être question. posée, on vous écoute. Qui êtes-vous? J'ai déjà eu une question, c'est Mathias Ah oui, Aboyer. Mathias. Et je reviens un peu sur la question du dernier intervenant. Il a parlé de la question de la dimension politique, hein, de l'appropriation des langues locales. Et vous avez dit, bon, il a pris l'exemple du Maroc, vous avez dit qu'au Mozambique, ce n'est pas le cas. Mais dans vos présentations, j'ai vu qu'il y a quand même une affirmation de la langue comme étant un patrimoine culturel. Et je pense que c'est aussi une dimension aussi politique parce que ça part d'une histoire. Vous avez parlé du passé avec la colonisation qui a imposé une certaine langue et interdit les langues locales. Et aujourd'hui, il y a une forme d'appropriation du local sur le portugais, même si les deux cohabitent, ou bien toutes les autres cohabitent. Mais il y a quand même une dimension politique, même si elle n'est pas aussi peut-être violente comme au Maroc ou dans certaines contrées. Mais vu le contexte africain aujourd'hui où on a une forme d'indépendance bis, hein, d'appropriation des concepts culturels, je pense que ce n'est pas loin, ça a creusé, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir pu... Thomas, Oui, pardon. ouais, j'avais ma main levée depuis longtemps. Alors, j'avais juste deux petites questions pour Francisco. Vous avez parlé du public, en tout cas, que vous souhaitez interviewer. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Vous avez dit les parents et les élèves. Il y aura aussi les enseignants, c'est ça ou non? Oui, oui, oui. Ça, c'est la Oui. première question. Deuxième question, c'est vous avez parlé de l'initiative Élan Afrique. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que cette initiative vous apprend ou vous apporte ou contribue que vous pensez, c'est-à-dire l'expérience qui est plus, on peut dire plus datée en tout cas que ce qui a été commencé au Mozambique. Est-ce que ça vous apprend quelque chose? Est-ce que ça vous apporte quelque chose pour faire avancer votre recherche? Oui, cela va nous aider. Nous prenons comme un point de départ. J'ai lu, j'ai lu aussi qui a été le projet, les dispositifs mis en place pour, pour ce projet. Et j'ai accompagné le développement, euh, sauf que je ne me rappelle plus quelle est la phase maintenant. Quelle est la phase maintenant. Euh, Là, c'est juste pour s'appuyer, pour ne pas partir du zéro. Donc, nous avons comme, puisque nous avons aussi l'enseignement bilingue, dans notre système éducatif, il y a eu récemment une évolution en termes du changement du système. Auparavant, l'enseignement primaire était réservé à 7 classes et maintenant, est réservée à 6 classes. Et l'enseignement secondaire commence de la 7e classe jusqu'à la 12e classe. Alors, la 7e, qu'est-ce que c'est? Ce sont généralement
les élèves qui viennent de ce système bilingue. Et quand ils entrent à l'école, ils ont encore sur trace de leur bilinguisme éducatif. Et à l'école secondaire, ils vont commencer le français tout de suite. Ils n'ont pas de base à ce qui concerne leur langue. C'est dans ce sens-là qu'on prend, on ne dirait pas modèle, mais des bases pour soutenir nos recherches. C'est à partir de là, je le dirais comme ça. OK. Ouais, merci. Merci beaucoup. Il est 18h30. Avec votre accord, je considère que ce séminaire a été fructueux. Merci d'y avoir participé. Beaucoup de doctorants sont venus et nous les encourageons à participer à toutes nos manifestations. Vous en aurez d'autres avant le mois de mai et nous comptons sur votre fidélité. Merci aussi à mes collègues d'être venus. J'aimerais aussi signaler que euh, le travail de Francisco est un résultat, un produit d'une dynamique de recherche qui a été lancée par Charles Zaman Hack et aussi en partie par Madame Lelièvre, Françoise Lelièvre, autour de la politique linguistique familiale, qui est un nouvel axe, une nouvelle thématique de recherche que nous saluons au sein de Plidam. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Francisco, je vais vous envoyer un mail pour vous dire que c'est en ligne votre présentation. Merci, merci. Merci, à bientôt. Félicitations, Francisco. Bonne chance. Merci, merci. Félicitations, mention spéciale. Au revoir, Omar. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Ok, merci. Francisco aurait pu dialoguer avec Eline parce que je pense qu'Eline est un peu brésilienne, non? Comment? Oui. Eline est brésilienne, entre autres. Ah, Oui, ela fala português. eu falo português do Brasil, claro. Oh! Eu quero gosto, ir para Moçambique. gosto de ouvir o sotaque do brasileiro. Para mim, o sotaque português africano é muito exótico. Ok. Muito bem. Não, mas a temática também é muito. A gente tem muito o que dizer. On va se contacter parce que on a des intérêts scientifiques Oui. qui se résonnent aussi sur le Mexique et Mozambique. On aura des points de comparaison. Merci bien. C'est Merci un bien. peu le but de l'opération, pour que Oui. les gens doivent se connaître, se partager ce qu'ils ont en commun. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Merci Diana. J'arrête. Ouais.